voilà, effectivement, nous sommes au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Suivez-moi, je vais vous emmener un peu dans les coulisses du salon. Voilà, moi je suis parti aux États-Unis en fait en 79, donc ça remonte à hier, et j'ai fait carrière là-bas d'abord en tant que journaliste. Et puis après on est passé avec mon épouse qui est américaine, on est passé dans le dessin animé, le scénario de bande dessinée, l'écriture de livres, de romans, etc. On a fait des scénarios pour également, ça va me dater, c'était entre 84 et 90. On a fait des scénarios pour, alors il y en a que vous ne connaîtrez pas sans doute, mais les plus connus c'était SOS Fantôme. Bon, c'est bien, je vois une lumière de reconnaissance dans l'œil, c'est bon signe. La bande à Picsou. D'accord, pour Ghostbusters, vous avez travaillé sur la saison les deux premières. C'est l'Alex Straczynski. Oui, c'est là. Vous connaissez vachement le sujet, parce que là, alors, oui, j'ai travaillé sur la série des 64 épisodes qui avaient été par Straczynski. On a fait, alors là, je m'adresse à un spécialiste, on a fait les Ghostbusters à Paris et les Ghostbusters avec le Cavalier sans tête. Et puis, quand je suis. Alors, en 2003, on avait récupéré les personnages des anciens Pocket que publiaient les éditions Lug, comme Zambla, etc. Et on les a actualisés pour un éditeur qui s'appelait Semik, mais qui a fait faillite en 2003. Et les artistes, tous les auteurs créateurs et moi-même se sont regroupés en une association pour continuer à exploiter nos personnages. Et l'an dernier, on a enseigné en association avec Comics. Et on a, eux, continué les histoires nouvelles en couleur. Et moi, je réimprime en noir et blanc les histoires des années 60 et 70 dans des gros volumes de 500 pages en omnibus intégral. On a un pool de 10% qui est alloué systématiquement aux auteurs-créateurs des personnages, un peu comme si sur chaque numéro de Fantastic Four, Marvel payait un pourcentage à Jack Kirby, ce qui n'est pas le cas, hélas. Nous, on a instauré un système où sur chaque fois que, mettons, Vampus apparaît ou n'importe quoi, Luciano Bernasconi en Italie touche quelque chose. Donc, alors encore une fois, on envoie un chèque de 50 $, 50 €, c'est pas... Entendons-nous bien, c'est le principe, voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait, qu'on a relancé là récemment. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Qu'as-tu trouvé? Alors j'ai trouvé par terre un ticket pour une dédicace. C'est qui cet homme-là? C'est Davy Mourier. Davy Mourier? C'est pas écrit en fait. Ah, je sais pas qui c'est. C'est monsieur 50 francs pour tout. 50 francs pour tout, ouais. D'accord. Non, c'est monsieur Ankama, il fait la BD 50 francs pour tout. C'est monsieur Ankama qui Toi fait aussi la BD. t'en as trouvé un? T'as trouvé aussi un ticket par terre? Ouais. Numéro 8. Ah, c'est la même chose. Davy Mourier aussi. D'accord. Et nous on le trouvera pas par terre du coup? Bah pas pour le moment. Peut-être, si on a de la chance. D'audience, tu vois. Typique d'audience, ouais. Hop, Deux. typique. Et là, baisse. Voilà. À Angoulême, pour les dédicaces, il y a ce qu'on appelle la méthode des sacs. C'est-à-dire que tout le monde pose son sac. Et donc les mêmes personnes qui ont posé les sacs tout à l'heure, on les retrouve dans une autre file d'attente. Voilà, vous remarquez que toutes ces personnes n'ont pas de sac. Voilà, donc ils sont dans 2 files d'attente en même temps. Et ces mecs-là, on va les revoir dans plusieurs files d'attente. Demain, après-demain, tout le temps. C'est sympa. Alors il t'a fait quoi, Davy Mourier? On va refaire la blague, il m'a fait une pipe. Voilà. Non, sinon sérieusement, il t'a fait quoi? Il a fait ça. En fait, il a fait le lapin de Natacha et la petite mort. Voilà. Et il a pas fait de faute d'orthographe à mon prénom. C'est quoi sa BD que je montre un peu pour la publicité? Je sais pas si on a besoin, mais 50 francs pour tous. Déjà vu dans le grand journal. Dans le grand journal celui-là, d'accord. Ouais, c'est pas envoyé spécial. C'est pas envoyé Si spécial. t'aimes pas l'autocollant, tu peux le décoller. Cool. Ouais. S'il vous plaît. Ah voilà. C'est bon? Merci. Merci d'avoir été patient. Je vais passer la parole à François Skeuten. Ce que je voudrais dire, c'est que François a de grandes qualités. La première qualité d'abord, c'est que c'est un auteur fidèle de Casterman. Ouais. Et son autre qualité, c'est qu'il est toujours à la recherche des modes d'expression culturelle, en dessinée bien entendu, mais aussi la scénographie, le cinéma, toujours proche des nouvelles technologies, etc. Là, il est en train de nous peaufiner un projet qui est de La Douce, qui est une pure merveille. En plus, c'est la première fois où il est seul au scénario. Et il a rencontré nos amis d'Asso System pour une surprise que je vous laisse eux-mêmes vous expliquer et qui est vraiment une première dans l'histoire de la bande dessinée, je crois. On manipule en direct l'image graphique que j'ai développée sur toute l'histoire. Évidemment, il y aura une surprise, c'est qu'au fur et à mesure, ça n'a pas encore été aussi loin, mais au fur et à mesure, la locomotive va trouver ses couleurs définitives, va trouver sa définition plus réaliste. Elle va sortir du dessin pour être dans un rendu beaucoup plus réaliste.
Donc, qui était évidemment amusant, c'est la difficulté de rendre mon travail graphique qui est très haché, en hachure, en gris, avec cette technologie. Il y avait comme une espèce de tension entre la modernité de l'outil et en même temps une forme de classicisme sur la forme. Où nous sommes? Alors, mon cher Mea, tu es dans les opportunités dans l'espace Jeunes Talents d'Angoulême. Et c'est un rassemblement en fait d'auteurs, dessinateurs et d'éditeurs. Enfin dessinateurs, scénaristes et maisons d'édition. Et en fait à tour de rôle comme du speed dating, les auteurs, les dessinateurs et les scénaristes vont rencontrer les éditeurs. Mais aussi les scénaristes et les dessinateurs vont se rencontrer entre eux. Ça fait un grand rassemblement. Où chacun se propose des projets, C'est ça. des opportunités. Et de la bouffe aussi. Et du médoc. Oui, parce qu'en Charente, à Angoulême, il n'y a pas que la bande dessinée, il y a aussi de la bouffe. Voilà, il y a de la bouffe, c'est le plus important, moi je dis. Donc, là-bas, t'as des tomates, du raisin, là t'as du jambon, là c'est du vin blanc, là notre ami Esméo a de la bière, un plateau fromage. Et le pire, tu vois, c'est que normalement tu bouffes de la merde, mais là c'est une tuerie sa race. C'est la Charente, hein. Voilà, donc le mieux c'était les Irène Japouf. Ah si, il y en a rien encore un là-bas. ouais, mais le mieux c'est ça, c'est le jambon. Ah, le jambon est bon, mais t'as les trucs aux rillettes de doigts, c'est juste, voilà. Ça c'est juste un délice. À part ça, c'était très bon. Suivez-moi, je vais vous montrer un dernier point, quelque chose d'assez exclusif. Suivez-moi, c'est juste là-bas. C'est magique. C'est la dernière boutique France Télécom qui a fermé. C'est un peu poussiéreux. C'est magique. De bien belles images en tout cas. Au revoir, France Télécom. Alors la soirée MCM Ouais, quoi? MCM, la soirée. Hein? Je trouvais que c'est pas assez fort la musique. Ouais, y a pas assez de sang qui coule de mes oreilles. Ça tremble un peu, c'est la boombox. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Et puis Alan Master T, super DJ, l'ampli qui sature et tout, c'est trop bien, j'adore. Alors voilà, après l'excellente soirée MCM où j'ai encore les oreilles qui saignent, il y a aussi les soirées Noob qui techniquement devaient continuer jusqu'à midi. Minuit. Mais il n'y a pas un chat. Il n'y a personne. Alors je sais pas s'ils sont à l'intérieur ou pas, mais il est 23h18 et... Dans les soirées angoumoisines, il y a les soirées MCM où on n'entend pas trop ce qui se passe. On a les soirées Noob où il y a quasiment personne. Et les soirées SNCF où c'est un peu plus différent l'ambiance. Hergé, le créateur d'Astérix et de Lucky Luke est là. Et... Oh, suis-moi! Suis-moi! C'est exceptionnel! C'est la dernière boutique SFR. Voilà. Ah, ils ont tout compris. Hein. C'est un bail à céder. Hein. Bye bye SFR. Ils ont cédé. Bande d'escrocs. C'est l'effet free. Au revoir. Une boutique Bouygues juste derrière. Non, je déconne. Et ben finalement, il y avait des gens. Mais c'est pas logique. Alors là, nous sommes au théâtre pour voir quoi? La cérémonie d'ouverture. Et putain, le théâtre est trop stylé. Chouffez-moi ça. Ça attire l'œil parce que ça ressemble à des choses océaniques comme ça.
C'est SMO du Bled. C'est SMO du compromis, c'est pas SMO d'Angoulême, il habite pas Angoulême, c'est un monteur. Et tout, ça va pas. Bon, alors bonsoir évidemment. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Régis. Et donc effectivement, ce n'est pas de l'animation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc c'est un film live, en vrai, avec des vrais personnages, avec un vrai capitaine Crochet, une vraie clochette. Une vraie clochette. Une vraie clochette. Et évidemment, moi je suis pour pas grand-chose là-dedans. Je ne suis que le créateur, entre guillemets, de ma version de Peter Pan. D'accord. Donc alors, je sais pas ce que... On va voir quelque chose. Je propose qu'on regarde quelque chose, si c'est possible. Je sais que vous n'êtes pas venus les mains vides, donc regardons ensemble. D'accord. Écoute-moi bien, petite fée. Ces pirates en veulent à notre trésor. Il nous faut un chef de guerre pour les combattre. Va dans l'autre monde, trouve-le et ramène-le nous. Notre destin est entre tes mains. C'est vrai, après une bonne semaine à Paris, et maintenant, on est où maintenant? Oh, maintenant, ici, ça c'est l'Angoulême. Pourquoi Angoulême? Oh, c'est une ville mondialement connue. Tu sais, normalement, il n'y a que 40 000 comme résidents, et pendant cette période-là, il y aura 10 fois de plus, c'est-à-dire 400 000. C'est 100 fois, hein? Bon, voilà, t'as bien calculé. Et bien sûr, parmi ces 400 000 visiteurs, il y a une soixantaine de citoyens taïwanais, nos compatriotes. Oui, une délégation conduite par notre vice-ministre de l'information qui est là et qui est en train de nous faire un signe, n'est-ce pas? Alors il a dit, il a beaucoup applaudi. Allez, allez, Taïwan, Taïwan. Donc voilà, et c'est très bien, c'est une bonne idée. Notre lune de miel sera enrichie par les bandes dessinées. Oh, bah, je te donne un French Kiss made in Taïwan. Merci, monsieur. Il est 2h du matin. Ça fait donc 2 heures que les personnes qui étaient à la soirée noob tout à l'heure sont toujours devant le cinéma. En fait, il y a le lapin crétin, donc du coup... Ah, c'est toujours le même. Ils discutent. Ça fait 2 heures qu'ils se discutent. Je comprends pas. C'est vrai que pour un dessinateur, c'est quand même quelque chose, je trouve. Mais dans les grandes lignes, bien sûr, ça reflète le choix définitif est fait par le rédacteur en chef, donc à l'époque Tina et maintenant David Lemneck, mais c'est surtout le point de vue de l'artiste. Donc je suis avec monsieur Bob de Groot. Comme un verre d'eau. Comme un verre d'eau. Avec monsieur Bob de Groot, donc le créateur, le scénariste de Léonard, créateur de Léonard, et de Robin Dubois également, et Clifton aussi. Oui. Et Clifton. Alors donc, parlez-moi de Léonard, depuis combien de temps, d'années? Le premier est sorti parce que Greg, pour lequel on travaillait en studio, avait demandé, voilà, je vais lancer Achille Talon Magazine, un mensuel, et il me faudrait un personnage. Créez-moi un personnage. Et je m'amène avec des gags comme je le faisais pour Robin Dubois, et j'avais trouvé un gag qui racontait que le shérif de Nottingham avait trouvé un ami, un ancien ami, Léonard, qui avait inventé une machine qui permettrait de ramener de l'argent dans les cassettes du comté. Et c'était le parc-maître. Et aussitôt dit, aussitôt fait,
Et Robin Dubois a inventé le détroussement du parc-mètre en dévissant les vis avec son épée. Et il dit, mais voilà le personnage. Il faut le sortir de la série Robin Dubois et en faire une vie propre. Et c'est comme ça qu'est né Léonard. C'était en quelle année? 75. Donc il a débuté dans Achille Talon Magazine et ensuite, dans mes souvenirs, c'est dans Pif, c'est ça? Ça n'a duré que 6 numéros malheureusement. Et puis alors c'est Pif Gadget qui a fait vraiment le piédestal. Et il y a une invention quand même que je tiens à souligner, c'est Pif Gadget à qui je la dois. Ils se sont rendus compte que leur lectorat changeait tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, ils sortaient la nouveauté de Léonard et ils reprenaient toutes les histoires. C'était une belle période. Non mais oui, parce que Léonard, il y en a combien de tomes déjà? Combien d'années? Enfin, attendez, 75, donc déjà ça fait... Combien de tomes il a? Le prochain qui va sortir, c'est le 42, non 43, je sais plus. Moi je suis plus loin, hein. J'ai pris un peu d'avance. En février, le génie des grandeurs. Ah oui, alors j'avais une question. Est-ce que vous allez refaire des histoires comme ce qu'il y avait Génie en balade, par exemple, c'est une histoire sur un seul album, La guerre des génies? Est-ce que vous allez refaire ce genre de choses? Oui. Le numéro que j'ai baptisé 45, parce que c'est pour l'année 2015, est une grande histoire, une histoire complète. Et parce qu'en plus, vous inspirez aussi des faits réels. Je me souviens de l'album qui était sur le réchauffement climatique. Il va y avoir quelque chose sur la crise financière ou... Le prochain, La folie des grandeurs, il y a une énorme pomme sur la couverture. Parce que le disciple dit « j'ai faim ». Voilà une phrase qu'on n'entendra plus grâce à moi. Il a inventé un pistolet spécial pour agrandir les fruits. Donc voilà, il y aurait à manger pour tout le monde. Ça se termine mal, bien évidemment, comme toutes les inventions. Mais ça peut faire réfléchir certaines personnes aussi. Vous avez jamais pensé aux jeux vidéo, par exemple? Ah, mais j'ai tellement pensé que j'ai pensé avant tout le monde. Et je me souviens que le début du jeu, j'avais trouvé quelque chose de très con, comme d'habitude, où il y avait le joueur était face à un mur, première clé, et alors il y avait une manette électrique qui était sur off. Et puis le gars la mettait sur on, évidemment, le joueur. Et à ce moment-là, il y avait un pan de mur qui s'ouvrait, une main qui sortait qui la remettait sur off. Ça, c'est du Léonard. Est-ce que vous avez jamais pensé, par exemple, à adapter Léonard en jeu vidéo? Ou c'est pas vous? Donc, si quelqu'un, les licences sont libres. Si quelqu'un, ce que ça intéresse, veut le faire. Il y a matière à faire des jeux. Vous êtes pas joueur? Si, vous avez joué au jeu? Oh, mais j'ai joué, oui, à l'époque. Oh là là, mon Dieu. J'avais même, je ne sais plus comment ça s'appelait cette station, où on choisissait soit un avion qui décollait du sol, soit un qui décollait de porte-avions. Pour finir avec celui que je prenais, le F-16 du sol, j'atterrissais sur le porte-avions sans crochet. Bon, merci beaucoup, monsieur De Groot. Merci. Angoulême, c'est aussi ça. Y'a pas un truc avec Astier? Avec Astier? Oui, un interview. Ah merde. Ouais, ok. J'étais à fond dans la SNCF, je suis désolé, j'étais parti. Alors, on va juste parler en premier temps de la série Kaamelott, donc comme on l'a connue à la télé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les origines du projet, comment t'es venue l'idée dans un premier temps de créer une série alors sur le roi Arthur, et comment t'as pu après ensuite proposer le projet à une chaîne de télé? Au début c'était un court-métrage, hein, comme j'en avais déjà fait avant. C'était 15 minutes autour de la table ronde. C'était une réunion qui foirait, quoi. C'était du cinéma et ça avait fait le tour des festivals, ça a bien marché. Ça a gagné quelques prix. Et après j'ai tourné des pilotes de séries courtes que j'ai d'abord essayé de vendre au Québec. Ils en ont pas voulu. Ils l'ont racheté plus tard, beaucoup plus cher. Tant pis, c'est dommage. Mais et après, je suis tombé avec les producteurs de Caméra Café. Caméra Café s'arrêtait, ils cherchaient une suite.
Et je faisais partie des gens qui étaient en vue pour prendre la suite, mais j'avais déjà réalisé et je leur avais déjà montré des pilotes faits maison. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et du coup, donc le format est venu tout de suite. Les 6-8 minutes de série, c'était vraiment pour remplacer Caméra Café et récupérer le créneau en fait. Oui, c'était le cahier des charges de la chaîne. C'était même pas ça, c'est 3h30. Sauf qu'ils étaient diffusés par 2. Donc c'était 7 minutes d'antenne, mais c'était des épisodes de 3h30. Donc j'ai fait 4 saisons en découpant mes structures de 6 heures en 100 morceaux. Puis après j'en ai eu ras-le-bol et du coup j'ai demandé à pouvoir faire des séries longues à l'américaine, le drama américain 40-45 minutes quoi. D'accord, parce qu'en fait le projet de faire des séries longues c'est venu après. C'est-à-dire c'était pas au début tu n'avais pas l'idée justement de faire de commencer le petit format court et après te dire tout de suite ou c'est venu justement après là. Non, c'est que moi ce que je voulais c'est raconter, j'avais pas envie d'un format particulier, j'adorais le 40 parce qu'à l'époque je regardais beaucoup West Wing et La Maison Blanche et que je trouve que même encore aujourd'hui c'est un super format. Mais bon, le cahier des charges c'était ça, il a fallu que je le fasse, c'était super saison 1 et 2 parce que ça permettait de présenter les gens. Un 3 minutes 30 c'est une idée, ça suffit, donc tu présentes les gars, tu fais des tranches de vie, mais très vite quand tu veux raconter une histoire, découper 6 heures en 100, c'est très chiant, puis c'est pas très naturel. Donc quand j'en ai eu vraiment marre, j'ai dit écoutez, maintenant je raconte mon truc de 6 heures, c'est toujours 6 heures, mais je découpe pas en 100, je découpe en 8 ou 9, ça a été le cas de la saison 5 et 6. Et où là j'ai vraiment raconté les trucs comme je voulais, mais à mon avis comme n'importe qui a envie de raconter des histoires. Moi mon but n'est pas de faire des trucs anecdotiques très courts, c'est pas ça. En tant qu'auteur justement, même pour les deux, déjà qu'est-ce que vous pensez de la fermeture de Mega Upload? Parce que ça a fermé, Mega Upload. C'est un site de partage internet. Et ils ont fermé la plateforme il n'y a pas longtemps justement. C'était quoi la documentation? Et justement, est-ce que ça dérangeait de voir justement votre création sur internet ou sur YouTube? Oui, moi je suis assez. J'ai jamais piraté moi-même, mais parce que moi je suis d'une famille d'artistes, je suis fils de comédien, tout ça, etc. Et chez nous c'est très clair que voler un truc, c'est pareil que voler du pain chez le boulanger. Ou pour moi c'est le même. Dans ma tête c'est la même erreur, donc je l'ai jamais fait. Après. Expliquer ça aux gens pour qui c'est tellement facile de le faire et où c'est plus compliqué parce que c'est une histoire de culture le vol. Il faut que ça ressemble à un vol pour qu'on soit ressenti comme un vol. Et ça c'est compliqué. Moi j'ai pas tellement envie d'incriminer les gens. C'est vrai que s'il y a... Moi je vais pas chez le boulanger en disant je vais prendre une baguette, je vais la bouffer. Si ça me plaît, dans 4 ou 5 jours j'arrêterai de la piquer pour acheter la vraie baguette, je ferai pas ça. Et je le sens vraiment de la même façon. Je veux raconter aux gens que si jamais on partage tout et qu'il y en a un qui achète un DVD et qu'il y en a 100 000 qui le voient, la série n'existe plus, la fiction n'existe plus, tout s'effondre parce qu'on vend nos trucs, on ne peut pas les donner. C'est la loi du genre même, c'est pas la loi... voilà. C'est à peu près ce qui arrivait justement à Simon sur HeroCorp, c'est-à-dire que les gens téléchargeaient plus, j'avais l'impression, qu'ils regardaient la série en fait. C'est incalculable. Moi, je veux dire, s'il y a des sites internet, si tu veux Kaamelott, tu peux les avoir. Tu peux avoir les packs de 100 en très peu de temps. En plus, maintenant, avec les vitesses de téléchargement, c'est. Je sais pas bien quoi faire contre ça. Je pense que c'est les mecs qui les mettent à disposition sont plus chiants que ceux qui les utilisent. C'est un peu plus. Mais il y en a qui prennent de la valeur comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui comment dire, qui deviennent un peu connus dans un certain milieu parce qu'ils ont tout et qui mettent à disposition des choses et je crois qu'il faut pas trop avoir peur d'appeler ça du vol quoi. C'est du vol caractérisé. C'est pas moi qui l'invente, mais si on dit pas des mots un peu vrais comme ça, si on dit ouais c'est du partage, la liberté, on peut pas voler au nom de la liberté, ça marche pas, il y a un truc qui déconne là. Il y a des gens par exemple qui disent ça fait de la pub. Ça vous fait bien de la pub. Ouais, la pub, on met de l'argent dans la pub, on s'en occupe. On préfère organiser notre pub, mais on fait pas des trucs gratuits. Voilà, on le dirait. Si un jour j'ai envie de faire un truc gratuit, comme Ricky Gervais, il a fait un podcast qui était super d'ailleurs, c'est parce que c'est dans sa carrière, il le fait, il le dit, c'est gratos. Mais moi, si je vends des trucs et qu'on me les vole, je peux plus les faire après quoi. Comme Josh Whedon qui avait fait aussi une série sur le net qui était gratos avec... ouais, c'était pareil. Mais c'est jamais gratuit sans rien, c'est-à-dire que
il en espère quelque chose et il a dans sa balance de projets d'autres choses qui ne le sont pas. Et c'est une forme de pseudo-promo et tout ça. C'est beaucoup de travail, mais pas plus ni moins qu'un autre. Mais en tout cas, il y a un truc de très clair, c'est que si un boulanger fait du pain et qu'il ne le vend pas, il ferme sa boulangerie en très peu de jours. Il n'y a plus de pain. Du coup, peut-être que le prochain sujet, donc la BD, va peut-être parler un peu plus du coup, Steven. Qu'est-ce qui te plaît dans la création d'une BD ? J'adore dessiner, j'adore raconter des histoires. S'ils sont écrits par quelqu'un d'autre ou par moi-même, ça je m'en fous. Mais si c'est une bonne histoire et je peux aider à la raconter par mes dessins, je suis content. Donc, même question pour Alexandre. Du coup, qu'est-ce qui te plaît donc, dans la BD ? Sûrement des choses que tu ne peux pas faire dans la série et du coup peut-être que Steven répond à certaines attentes du coup au niveau de la BD. Déjà c'est une écriture, il faut bien comprendre pour quelqu'un qui fait du cinoche et tout ça, qui est hyper libre parce que du coup on écrit et c'est très vite réalisé. Alors que le temps qui sépare une écriture de script et sa finalisation, je veux dire, il va y avoir des milliards de problèmes, des milliards de gens à voir, des milliards de trucs à gérer, des milliards de... C'est pas inintéressant, mais c'est une forme de truc pour un mec comme moi qui est plutôt misanthrope et casanier. La BD, c'est vraiment... Je fabrique l'histoire que je veux, je la soumets à Steven qui travaille dessus, et on est 2. On n'est pas 1 million, on est 3 à partir du moment où Benoît Beccart, notre coloriste, entre en scène, mais il entre en scène plus tard. Et ça, c'est un nombre que j'aime bien, c'est-à-dire on fabrique à 2 pendant la majorité du temps. Donc c'est ça qui continue à me motiver, et effectivement la liberté qui est propre au médium, qui est de ne pas avoir de limite de décor, ils peuvent aller partout quoi. Il suffit de mettre c'est l'hiver et la planche que je reçois elle est en hiver quoi. Il y a de la neige, il y a des machins, il y a des traces, il y a des corbeaux, il y a tout quoi. Et pour un gars qui est certainement d'une nature impatiente comme moi, c'est providentiel. Justement, j'ai vu qu'en plus tu travaillais sur pour la liberté, tu veux pas te lancer non plus dans l'animation par exemple. J'ai vu que tu travaillais sur Astérix, mais par exemple Kaamelott en série animée ou quelque chose comme ça. Je sais pas, parce que l'animation c'est déjà un peu moins la liberté que la BD, parce qu'on se lance avec des réas, avec des équipes de modélisateurs, d'animateurs, donc je ne sais pas. Et puis il faut pas oublier que là où j'essaye de me distinguer, c'est quand je fais parler des comédiens. Donc c'est sûr que si je commence à faire de la réa tournée, montée, les comédiens vont me manquer un peu plus, même s'il y a l'enregistrement du son, etc. et que c'est déjà du jeu. C'est presque une fiction radio avant d'être un film, une animation. Mais non, peut-être pas Kaamelott. Non. Quelques questions rapides. Alors, très simple, Mac ou PC ? Mac. Steven, Mac ou PC ? Mac. Mac user, les artistes sont très Mac. Marvel ou DC ? Je réponds la même chose que tout à l'heure ou je change du coup ? Non, Marvel. Ou DC ? Dark Horse ? Ouais, c'est Batman contre Spider-Man du coup. Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux ? Star Wars. Non, c'est pas dur. Star Wars aussi, oui. Donc la question bis, la première trilogie ou la deuxième ? La deuxième. De Star Wars. La première ? La vieille ou la moderne ? La vieille, oui. La deuxième, c'est la moderne. Voilà, l'épopée de Anakin. Une autre, quel est le dernier film que tu as aimé ? Scott Pilgrim vs The World. On demande mon film geek préféré ou... Non, le dernier que tu as aimé. Le dernier. Tout court. Ah, bon. How to Tame Your Dragon. How to Tame Your Dragon. En fait, c'est le film fait par Chris Wedge, celui qui a fait Lilo et Stitch. C'est un film d'animation en 3D avec le dragon qui est vachement bien. Ouais. Et pour finir, où est le Graal ? Normalement, la réponse est dans ton cul. Mais là, on se connaît pas assez, on est d'accord. Je pense qu'il est temps de conclure cette interview. Oui, voilà, merci beaucoup. Merci Alexandre, merci Steven. Bon courage pour la suite du festival. Voilà, puis pour les prochains projets, donc Astérix, les films, tout ça, donc voilà. Et les autres BD. Merci beaucoup. Merci.
Nous sommes donc à l'exposition Ma Bulle où on nous montre comment photoshopper un personnage très rapidement. Voilà. Ce visage, on le prend et on le met sur n'importe quel autre visage. Voilà. Comme ça, c'est toujours la même tête. L'art de Photoshop. Magique. When Matt first had the idea to do Futurama, obviously I was... Eh bien, cette année, ce fut un assez bon festival, même si les années précédentes, j'avais l'impression qu'il y avait plus de choses. Hein, tu confirmes? Oui, tu confirmes. Donc je pense qu'il se réserve pour l'année prochaine. Des conférences assez sympathiques, des invités assez sympathiques, Spiegelman, Bill Morrison, des Simpsons, mais bon, on verra l'année prochaine en tout cas. Faut pas t'en empêcher. Non. J'ai trouvé Maximo et Soul. Et il y avait un Secret of Mana là-bas, en loose, à 30 €. Un peu excessif.